Bonjour à tous nos participants. Merci de nous rejoindre à ce webinaire de IRENA Project Navigator. Je m'appelle Marta Ciocci et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille et je vous souhaite le bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur le développement des projets bancables mini-RSE en Afrique. Avant de commencer, nous aimerions partager une note rapide. IRENA n'approuve pas ou ne recommande pas des produits spécifiques ou des services. Pour le webinaire d'aujourd'hui, nous avons deux options d'écoute. Vous pouvez vous connecter par ordinateur en sélectionnant micro et haut-parleur ou par téléphone en sélectionnant l'option téléphone dans le panneau de droite. Si vous rencontrez des difficultés techniques pendant le webinaire, veuillez contacter le service d'assistance de GoToWebinar au numéro indiqué sur votre écran. Tout au long du webinaire, nous vous demanderons votre avis afin de connaître votre opinion et de nous aider à améliorer nos outils. Lorsque cela se produit, vous verrez apparaître des questions sur votre écran et vous devrez simplement sélectionner votre choix. Nous aimerions également encourager tout le monde à participer à la session d'aujourd'hui en posant des questions. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le panneau questions dans la barre de droite et d'entrer votre question en indiquant à vous souhaitez poser la question. Nous allons recueillir des questions tout au long du webinaire et y répondre à la fin du webinaire. Si vous souhaitez revoir ce webinaire ou le partager avec un ami, nous aurons un enregistrement complet disponible sur le site web de Navigator, ainsi que sur les chaînes YouTube d'IRENA. Si vous souhaitez en savoir plus sur les futurs webinaires offerts dans le cadre de la série de webinaires IRENA Project Navigator, ou si vous souhaitez en apprendre davantage sur le développement des projets d'énergie renouvelable, n'hésitez pas à visiter le site web d'IRENA. Donc, sans plus tarder, je voudrais vous présenter nos panélistes. Notre premier orateur est Michael Taylor, analyste senior au Centre d'innovation et de la technologie de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA. Monsieur Taylor travaille sur l'évolution des technologies de production et de stockage de l'énergie à partir des ressources renouvelables. Deuxièmement, nous entendrons Simon Bemaras, analyste travaillant sur les plateformes Project Navigator à IRENA. Ensuite, nous entendrons Mamadou Koné, spécialiste des programmes pour les programmes énergie durable à l'Institut de la francophonie pour le développement durable, IFDD, visant notamment la promotion des bourgeons d'entreprise, concours GEED, et la transformation des marchés de l'énergie durable. Le prochain orateur est Nopenyo Dabla, associé au sein du département division appui aux pays et partenariats de l'IRENA. Nous écouterons après par Roger Engesson, coordinateur du projet SANREF Afrique de l'Ouest, une ligne de crédit verte développée par l'Agence française de développement. Ensuite, nous allons écouter par Habone Osman Moussa, associé au sein de la division Knowledge, Policy and Finance de l'IRENA. Le dernier orateur est Youssouf Kalogo, vice-président de COPADEN, chargé des énergies renouvelables et technologies environnementales. Enfin, aujourd'hui, votre modératrice est Marta Ciocci, membre de l'équipe IRENA Project Navigator. C'est une jeune diplômée en sciences politiques, titulaire d'un master en affaires européennes. Au webinaire d'aujourd'hui, nous aurons 4 sessions que vous pouvez voir affichées à l'écran. Dans un premier temps, nous écouterons une introduction au programme et activités de l'IRENA et de l'EFDD en Afrique. Après cette première présentation, le webinaire continuera avec la deuxième session, appelée « Soutien au développement des projets mini-RSE avec les outils de l'IRENA ». Nous entrerons
Après, nous entrerons après dans la troisième session, qui sera un panel d'experts sur les facteurs de bancabilité des mini-réseaux renouvelables en Afrique de l'Ouest. Enfin, il y aura une session de questions et réponses avec les participants de ce webinaire, ce qui conclura le webinaire. Je vous indique également que l'ensemble des présentations et des échanges aujourd'hui vous seront transmis par email ultérieurement. Donc, sans plus tarder, je voudrais commencer nos présentations et donner la parole à Michael Taylor, qui va présenter l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA. Bonjour, c'est Michael Taylor à l'appareil. C'est mon grand plaisir de te souhaiter te remercier pour nous rejoindre pour cet webinaire aujourd'hui, qui va être, j'espère, pour nous et pour toi aussi, très intéressant. Je vais faire quelques mots sur l'Agence internationale des énergies renouvelables. Je vais utiliser l'abréviation anglais, par contre, IRENA, sinon je vais me tromper. Nous sommes une agence carrément toute neuve. L'année dernière, nous avons fêté 5 ans de notre existence. Donc, on est jeune, on a beaucoup de travail à faire, mais on a un mandat plutôt simple et clair, c'est-à-dire d'accélérer l'utilisation des énergies renouvelables, toutes les formes, dans une façon durable. C'est clair. Et c'est-à-dire que nous travaillons pour notre pays membre. Nous avons, je vais parler dans un instant de ça et l'implication pour nous, mais nous avons comme objectif, et c'est marqué sur la présentation, d'être un centre d'excellence pour des technologies, pour les énergies renouvelables, mais aussi facilitateur et catalyseur. L'agence apporte notre expérience en matière non seulement d'application et pratique et de politique, mais aussi appuie sur toutes les questions liées aux énergies renouvelables. Et nous avons 152 pays membres, donc notre tâche n'est pas facile. Nous avons plus de membres en fait que analystes pour aider nos pays membres. Donc nous sommes très conscients que des événements comme ce webinaire est une grande opportunité de parler de le plus du monde possible et faire avancer nos objectifs ensemble pour un système énergétique durable, économique et pour tous. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire réussi et j'attends avec impatience la suite de discussion. Merci. Merci, Monsieur Taylor. Passons maintenant à Nopenyo Dabla, qui va présenter les activités principales d'IRENA en Afrique. Okay. Merci beaucoup, Martha. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc, je m'en vais rapidement vous présenter le travail a essayé d'accomplir depuis son commencement en Afrique. Et notre engagement dans la région commençait à travers ce que nous appelons les évaluations de l'état de préparation des pays aux énergies renouvelables, communément appelées ARARE, de l'anglais Renewable Readiness Assessment. Les ARARE sont des outils à travers lesquels les pays peuvent, avec l'appui de l'IRENA, évaluer les cadres légaux, juridiques, réglementaires qui permettront et identifier les obstacles à résoudre pour une promotion accrue, une adoption accrue des énergies renouvelables. Donc, depuis 2011, la méthodologie a été développée. Elle a été testée tout d'abord en Afrique, au Sénégal.
Et elle a ensuite été adaptée aux différentes conditions des pays, des différentes sous-régions. Et jusqu'à ce jour, une trentaine de ces arrêts ont été conclus, dont une grande dizaine en Afrique. Et actuellement, 4 sont en cours en Afrique, à savoir en Égypte, en Tunisie, au Mali et en Zimbabwe. Ensuite, suivant, next slide please. Ensuite, l'engagement de l'IRENA a été à travers une initiative que nous appelons les couloirs d'énergie propre. Donc, les couloirs d'énergie propre en Afrique sont issus en fait d'un communiqué ministériel qui a été publié à Abu Dhabi en 2014 en présence des ministres de l'énergie de plusieurs pays africains qui voulaient d'une initiative qui pourrait les aider à accélérer le développement du potentiel de leur pays en énergie renouvelable, ainsi que de renforcer les capacités dont ils ont besoin pour accroître les échanges transfrontaliers d'énergie électrique à base de ces énergies renouvelables. Donc, se basant sur cet engagement politique fort, cette initiative a été lancée en 2014 en Afrique australe et orientale, dans les 2 pôles électriques de ces régions. Donc, à savoir le Southern Africa Power Pool SAP pour l'Afrique australe et le East Africa Power Pool EAPP pour l'Afrique orientale. Et le concept du corridor d'énergie propre est basé sur 5 piliers. Donc, le premier étant le zonage et l'évaluation des ressources disponibles, la planification au niveau national et régional, la promotion des cadres propices à l'investissement, ainsi que le renforcement de capacités sur les 3 points que j'ai déjà, les 3 premiers piliers, et aussi la sensibilisation et le soutien politique. Donc, dans ce cadre, l'IRENA aide sous le premier pilier, aide ces différentes régions à identifier des zones à fort potentiel pour la production de l'électricité à partir de l'éolien et du solaire, à un coût évidemment rentable, à travers lequel les énergies renouvelables pourront grandir dans le bouquet énergétique de ces régions. L'IRENA a aussi travaillé avec ces régions pour la considération des options rentables pour la production d'électricité à base du solaire et de l'éolien dans les plans nationaux et régionaux. Et en ce qui concerne la promotion des cadres propices à l'investissement, l'appui que l'IRENA a offert et continue d'offrir passe par les arrêts que j'ai décrits tantôt, mais aussi par le soutien aux institutions de régulation, ainsi que à travers l'appui à l'initiation, au développement et au financement des projets à travers le Project Navigator que nous présentons aujourd'hui, mais aussi le marché de l'énergie durable qui sera aussi présenté un peu plus tard dans cette session. Donc, aussi, le renforcement de capacité, comme je l'avais dit tantôt, couvre tous ces piliers mentionnés plus haut. Suivant. Next slide, please. Donc, sur la base du succès qu'a eu le couloir de l'énergie en Afrique australe et orientale, l'IRENA a lancé en 2016, l'année dernière, une initiative pour commencer le concept du corridor en Afrique de l'Ouest aussi, en partenariat avec les institutions régionales telles que le Centre des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de la CEDEAO, l'autorité de régulation régionale, ainsi que le Power Pool de l'Afrique de l'Ouest, le WAP. Donc, sur cette base, le plan d'action a été validé au niveau technique en avril 2016 à Dakar par les acteurs d'énergie des pays de la sous-région, a été validé au niveau ministériel en décembre 2016 de l'année dernière à Conakry et a été entériné par le Conseil des ministres de la CEDEAO, qui est l'organe suprême de la région, en juin dernier à Conakry.
Et l'appui de l'IRENA en Afrique aussi se traduit aussi par à travers la facilité d'appui à l'entrepreneuriat. Donc, c'est une facilité qui a commencé en 2015 et qui, dans le but d'assister les entrepreneurs à améliorer leurs activités commerciales. Donc, par entrepreneurs, nous entendons les entrepreneurs en énergie renouvelable, évidemment. Et l'autre objectif est de fournir du mentorat et du soutien technique aux entrepreneurs qui veulent un peu adopter des pratiques commerciales un peu plus saines et aussi attirer plus de financement. Donc, à travers la facilité, nous fournissons de l'appui conseil sur demande afin d'affiner les documents de projet selon les critères de bancabilité requis par les banques de la sous-région. Donc, en termes d'assistance technique et d'appui conseil, l'IRENA aussi a travaillé conjointement avec le centre avec le CEREC pour évaluer les besoins de capacité pour le déploiement des mini-réseaux à énergie propre en Afrique de l'Ouest pour atteindre les objectifs fixés par la région. Donc, pour rappel, la région a fixé un objectif d'installer 60 000 mini-réseaux d'ici 2020 et 128 000 d'ici 2030. Donc, une telle activité est très importante. Et aussi, ce jour en Afrique de l'Ouest, l'IRENA a travaillé toujours avec le CEREC, avec d'autres partenaires internationaux de développement, pour développer un programme de certification harmonisé au niveau régional et internationalement reconnu pour les techniciens travaillant sur les systèmes PV. Et le but étant à travers le développement d'un programme de formation sur les énergies renouvelables, en partenariat avec les institutions de formation de la sous-région, pour la mise en place d'un organe régional de certification. So, next slide, please. Donc, finalement, pour conclure, je vais rapidement parler du Fonds d'appui pour le développement, qui est un fonds, une facilité conjointe entre l'IRENA et le Fonds d'Abu Dhabi pour identifier des projets d'énergie renouvelable dans les pays en voie de développement. Donc, c'est une facilité qui est divisée sur 7 cycles et 5 étant déjà été achevés. Il y a eu à peu près 61 millions de financements qui sont partis vers les pays francophones. L'idée de la facilité est de pouvoir d'octroyer des prêts à taux préférentiel de entre 1 et 2% sur un coût total de 5 à 10 millions de dollars américains pour couvrir jusqu'à 50% des projets. Donc, juste rapidement, le 6e cycle de la facilité commencera en novembre et se terminera en février 2018. Donc, bon, merci pour l'instant. Je suis prêt à recevoir toutes les questions que vous pouvez avoir après. Merci, Monsieur Dabla. Merci, Monsieur Dabla. Je voudrais donner la parole à Mamadou Koné, qui nous présentera les programmes énergie durable de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Oui, merci Martin. Merci Nyopegno. Bonjour à tous, bon après-midi ou bonsoir selon l'endroit où vous êtes. Je suis Mamadou Koné, spécialiste du programme énergie durable de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Et c'est un grand plaisir et un honneur de présenter cet exposé introductif au nom de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Alors, l'Institut de la francophonie pour le développement durable est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a 84 membres et qui a été créé en 1970. Cette organisation, comme vous le savez certainement, soutient la diversité linguistique, le dialogue culturel et politique, la paix, l'éducation, la solidarité et la coopération multilatérale pour le développement durable. Et l'Institut de la francophonie pour le développement durable, donc que j'appellerai l'IFDD dans la suite de notre exposé, l'IFDD est spécifiquement chargé de la promotion de la coopération multilatérale pour le développement durable. Alors, en 1988, en 1988, donc, l'Institut était uniquement chargé d'énergie, de régler les questions d'énergie. En 1996, elle a pris, au-delà de l'énergie, la fonction de la mission de l'environnement.
Et c'est depuis seulement 2013 que le développement durable dans son sens le plus général a été confié à l'Institut. Le cœur de métier pour nous, c'est le renforcement de capacité et notre cible principale, c'est les décideurs et les professionnels. Suivante. Alors, l'IFDD utilise un certain nombre de modalités pour décliner son cœur de métier. Je vais vous en mentionner quelques-unes. Suivante. Donc, d'abord, les séminaires de formation. Ça, c'est la première modalité que je vous présente. C'est les séminaires sur un site commun. Sur cette photo, vous voyez par exemple le séminaire à Montréal sur la réglementation économique et financière du secteur de l'électricité en septembre 2016. Suivante. Alors, la deuxième modalité de renforcement de capacité, assez nouvelle, celle-ci, c'est les cours en ligne et les webinaires. Alors, sur cette photo, vous voyez un cours en ligne d'introduction aux objectifs de développement durable, les fameux ODD, dont vous entendrez parler au cours de mon exposé. Donc, souvenez-vous donc que les ODD signifient objectifs de développement durable. Donc, comme vous le savez, il y en a 17 et ils ont été adoptés sur 15 ans en septembre 2015 par les Nations Unies. Et ce cours en ligne sur les objectifs de développement durable est animé par l'Université Senghor d'Alexandrie, un opérateur de la francophonie. Suivante. Suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, la troisième modalité, c'est les projets de renforcement de capacité institutionnelle et technique qui sont mis en œuvre en partenariat avec des partenaires institutionnels, stratégiques, techniques et financiers. Sur cette image, vous voyez 3 projets en cours qui sont financés par l'Union économique et monétaire ouest-africaine et qui portent sur la mise en place d'un système d'information énergétique, en haut à gauche, la mise en place d'un programme d'étiquetage énergétique des appareils électroménagers, en haut et à droite, et la mise en place d'un code d'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, c'est le schéma en bas et à gauche. Suivante. Alors, il y a aussi la quatrième modalité ici que nous voyons, c'est la mise à disposition d'experts et accompagnement par des experts. Sur cette image, vous avez 2 initiatives. Le suivi, le contrôle et l'optimisation de la facturation des consommations d'électricité pour les administrations publiques. Donc, 2 exemples vous sont présentés pour le Sénégal et pour le Togo. Vous avez aussi l'initiative en bas de la francophonie pour les villes durables, qui comprend un cadre de référence en ligne où il y a les diagnostics des stratégies de durabilité et une base de données de bonnes pratiques et un accompagnement avec des experts sur des projets pilotes. Suivante. Alors là, je vous présente le concours des jeunes entreprises. Bon, la présélection a commencé en octobre et se termine le 15 décembre 2017. Et c'est un peu dans ce contexte-là que nous allons aujourd'hui faire ce webinaire, dans la mesure où, par rapport au concours, il y a des conditions de renforcement des capacités qui sont incluses. Et dans ce cas de ce renforcement de capacité, nous allons ici, avec les experts qui parleront tout à l'heure, nous allons vous présenter donc l'outil navigateur de IRENA, mais également, nous allons aussi vous présenter certaines notions, des exemples de cas pratiques, des études de cas, et puis des notions essentielles pour ce concours, qui sont les notions de business model d'affaires et plan d'affaires, qui seront présentés tout à l'heure. Suivante. Alors, en termes de publication et de communication pour la francophonie, nous avons 5 outils. Le premier outil, c'est un site qui s'appelle Médiataire. À côté de Médiataire, vous avez la revue Liaison Énergie Francophonie, le bulletin Objectif Terre, les livres, les guides et les brochures et fiches techniques. Alors, sur cette image, vous voyez le site Médiataire qui présente les dépêches et les actualités sur le développement durable. Suivante.
Suivante, s'il vous plaît. Unmuted. Merci, Monsieur Koné. Nous entrons maintenant dans la deuxième session de ce webinaire sur le soutien au développement des projets mini-RSE avec les outils de IRENA. Malgré une croissance rapide du secteur au niveau mondial, le déploiement des énergies renouvelables est parfois limité par le manque de structuration de certains projets, ne leur permettant pas d'obtenir le soutien financier nécessaire à leur réalisation. De plus, des freins persistent quant aux risques associés à l'utilisation de nouvelles technologies de production de l'énergie renouvelable, à la complexité des procédures administratives, au manque de la clarté du cycle de développement d'un projet et à l'accès à des financements adaptés. Il arrive souvent que ni les promoteurs du projet ni les administrations publiques ont une vue globale sur les facteurs de bancabilité d'un projet, notamment les échéances et les étapes nécessaires pour compléter une proposition de projet susceptible d'être financée. Cela peut facilement se traduire par des coûts de développement de projets plus élevés et un risque d'échec des projets plus important. De plus, même si une proposition de projet est jugée bancable, le processus d'identification des mécanismes de financement n'est pas toujours transparent et peut compliquer le chemin vers le financement des projets. IRENA rend le processus de développement des projets, compris l'identification des alternatives de financement, plus transparent et plus explicite. Dans ce cadre, le Project Navigator est l'une des initiatives clés de IRENA, visant à faciliter le développement des projets bancables. Il est complété par d'autres plateformes telles que le Sustainable Energy Marketplace et IRENA ADFT Project Facility, qui seront également présentées aujourd'hui. Simon Bemaraz va maintenant présenter la plateforme IRENA Project Navigator. Merci Martha pour cette introduction sur les enjeux de soutien au développement de projets. Également merci à Monsieur Koné d'avoir présenté également les actions de l'IFDD dans ce cas-là. Comme Monsieur Koné a indiqué, ces outils sont mis à disposition pour soutenir les activités en Afrique de l'Ouest. Très rapidement, la plateforme Project Navigator est une plateforme dédiée à l'accompagnement du développement de projets d'énergie renouvelable. Elle permet une meilleure compréhension des savoirs et des pratiques grâce auxquels ces projets sont finançables ou bancables et met à disposition les connaissances et les outils pour accéder plus aisément à des financements. Elle est composée de 3 sections. La première section, pour s'informer, est une section documentaire qui fournit des savoirs clés permettant le développement de projets et met à disposition des outils comme des modèles financiers, des modèles pour analyser les risques spécifiques à chaque technologie de production d'énergie renouvelable. Le deuxième espace est l'espace de travail interactif qui permet de travailler sur un projet et connecter son propre projet à des outils de connaissance, suivre l'avancement du projet, identifier d'éventuelles lacunes et de travailler avec des modèles, ceci en ligne ou hors ligne. Enfin, la troisième partie est une partie qui permet d'accompagner la recherche de financement. La plateforme propose un moteur de recherche permettant de trouver facilement les informations détaillées sur les outils de financement à disposition des développeurs de projets en Afrique de l'Ouest. Le navigateur permet d'explorer une base de connaissances spécialisée pour aborder les questions clés du développement d'un projet d'énergie renouvelable. Elle introduit une méthodologie décomposant le cycle de vie d'un projet en différentes phases distinctes sur lesquelles je reviendrai juste après. Pour chaque phase, le promoteur de projet obtient des recommandations clés, a accès à des outils pratiques et des informations techniques issues du retour d'expérience de l'industrie. Entre chaque phase, des questions de contrôle permettent de vérifier que l'ensemble des actions majeures a été réalisées. Ces éléments ont été développés de manière spécifique pour chaque technologie renouvelable. À ce jour,
le navigateur, le Project Navigator, soutient les projets éoliens terrestres, photovoltaïques, bois énergie, géothermie, solaire résidentiel et tertiaire, petite hydraulique et évidemment, c'est le sujet d'aujourd'hui, les mini-réseaux renouvelables. Merci, Monsieur Bemaras. Passons maintenant à Habone Osman Moussa, qui présentera les outils d'assistance au financement des projets mini-réseaux au travers de la plateforme Sustainable Energy Marketplace. Merci Martha. Bonjour Muted. participants, je m'appelle Habone Osman Moussa. Je travaille principalement sur les questions relatives au financement et au soutien de projets d'énergie renouvelable, ici au sein de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables à Abu Dhabi. Je vais maintenant vous présenter l'un des projets phares de l'agence, le Sustainable Energy Marketplace. Le Marketplace a été lancé lors de la COP21 à Paris en décembre 2015 dans le but d'accélérer les investissements publics et privés dans les énergies soutenables dans les pays en développement et émergents. Le Marketplace soutient l'initiation, le développement et le financement de projets d'énergie soutenable, à savoir l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique, et cela à travers l'amélioration de la transparence du marché, en accroissant la visibilité des projets en cours de développement et des instruments financiers disponibles, et en faisant converger les intérêts de l'ensemble des parties prenantes du marché. Deuxièmement, à travers l'accès aux outils et bases de données pour le développement de projets, ou encore à travers l'appui aux projets en phase de développement. Suivant. Next slide, please, Martha. Le Marketplace est une plateforme de recherche gratuite, facile d'utilisation et interactive qui met en contact les porteurs de projets, des financiers, des investisseurs avec des fournisseurs de services et de technologies. Le porteur de projet, en s'inscrivant sur la plateforme, a bénéficié d'une visibilité accrue pour ses projets, d'un meilleur accès aux entités financières, aux conseillers, aux fournisseurs de technologies et aux prestataires de services, et également un accès aux outils de développement, aux modèles de documents standards, aux cartes de ressources et de zonage, ainsi qu'aux informations relatives aux mesures et réglementations nationales en vigueur dans les pays en développement. Les investisseurs et les financiers vont, quant à eux, pouvoir identifier et sélectionner des projets de qualité qui répondent à leurs critères d'investissement, accéder aux informations relatives au marché et au cadre réglementaire du pays dans lequel ils souhaitent investir, ou encore accéder aux sources de cofinancement de projets ainsi qu'à des instruments d'atténuation des risques dans ces pays. Et finalement, les fournisseurs de services et de technologies vont à travers la plateforme pouvoir identifier de nouveaux clients, de nouveaux marchés ou opportunités commerciales. Et enfin, pour les pays hôtes, le Marketplace permet la promotion des opportunités d'investissement à l'échelle nationale et la promotion de leur cadre réglementaire propice pour attirer de nouveaux investissements privés et atteindre leurs objectifs en matière d'accès à l'énergie, en matière d'énergie renouvelable et efficacité énergétique. Suivant. L'objectif principal du Marketplace est de soutenir le développement de projets pour parvenir plus rapidement à une clôture financière. À travers le Marketplace, IRENA et ses partenaires s'engagent à soutenir activement les projets qui sont inscrits sur la plateforme. Et pour cela, on collabore avec plusieurs partenaires en Afrique. Par exemple, IRENA a signé un accord avec l'initiative Power Africa lors de la COP21 à Paris. Et la collaboration avec Power Africa porte essentiellement sur l'identification de projets et la préparation de projets en vue d'investissement en Afrique subsaharienne. On collabore également étroitement avec le Private Financing Advisory Network, qui a pour objectif de faciliter la préparation des projets, de lever des fonds pour des projets, ou encore fournir une assistance technique aux porteurs de projets, afin d'attirer des investissements et des engagements de financement. Et finalement, une autre collaboration avec l'initiative d'une énergie durable pour tous, l'initiative qui a été lancée par le secrétaire général des Nations Unies en 2011. On collabore avec l'énergie durable pour tous pour enregistrer les projets hautement prioritaires listés dans les prospectus d'investissement afin de présenter ces projets à des investisseurs privés et publics potentiels à travers le Marketplace. Et au final, l'objectif principal du Marketplace est d'encourager activement la participation et l'engagement du secteur privé, notamment des investisseurs privés.
Next slide. Donc, en Afrique, nous avons près de 66 projets d'énergie renouvelable qui sont susceptibles de générer près de 2,7 milliards de dollars d'investissement au total et 1,1 gigawatt de capacité nouvelle et additionnelle. Parmi les 66 projets d'énergie renouvelable, nous avons 9 projets mini-réseaux. Au-delà des projets, les propriétaires de projets inscrits sur la plateforme ont également accès à près de 80 instruments financiers offerts par différents types d'investisseurs, notamment les institutions financières de développement ou encore les banques commerciales ou les agences de crédit export, par exemple. Next. Donc, ceci est le landing page de la plateforme Marketplace. Donc, pour accéder à la base de données de projets, d'instruments financiers, de services et de technologies, les utilisateurs doivent au préalable créer un compte et soumettre des informations concernant leurs activités, leurs projets ou encore leurs instruments financiers. Une fois l'inscription validée, les utilisateurs peuvent rechercher des informations relatives aux projets disponibles sur la plateforme ou encore des investisseurs ou des prestataires de services selon des critères spécifiques et les contacter directement à travers la plateforme. Ils peuvent également accéder à des outils de développement, à des données sur les différents marchés, où ils peuvent communiquer sur leurs besoins et intérêts spécifiques directement avec IRENA pour bénéficier d'un appui personnalisé pour leur projet. Next. Là, sur votre droite, vous avez un exemple de projet, de profil de projet. Le profil d'un projet est structuré en 4 grandes parties. La première partie contient des informations générales sur le type de technologie de produit projet, la capacité, le coût total de l'investissement, la production annuelle, le type de connexion au réseau ou encore les différentes phases du projet. La seconde partie concerne les différentes phases atteintes dans l'acquisition des terrains, des permis ou encore des études de faisabilité. La troisième partie concerne le plan de financement ou encore la structure de capitalisation envisagée et le montant recherché. Et finalement, la dernière partie, c'est le résumé du projet qui contient l'objectif, la structure du projet, l'emplacement du projet et des informations concernant les impacts environnementaux et sociaux et la situation actuelle et les activités prévues. Donc, si tout au-dessus à droite, vous avez un petit bouton sur le profil où les utilisateurs peuvent cliquer dessus et entrer directement en contact avec le porteur du projet. Si vous êtes un investisseur, par exemple, et vous êtes intéressé par ce projet et souhaitez avoir plus d'informations, il suffit de cliquer sur ce bouton et vous pouvez contacter directement le propriétaire de projet. Unmuted. Merci de votre attention et si vous êtes à la recherche de financement de projet ou à la recherche de projets à financer, veuillez visiter notre page web ou nous contacter directement. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue. Merci, Madame Othman Moussa. Le webinaire continue maintenant avec la deuxième session, dans laquelle nous écouterons un panel d'experts sur les facteurs de bancabilité des mini-réseaux renouvelables en Afrique de l'Ouest. Premièrement, je voudrais donner la parole à Simone Bemarez, qui ouvrira la session en présentant des recommandations clés sur le développement des projets de mini-réseaux renouvelables en Afrique de l'Ouest, issus dans la plateforme Project Navigator. Merci Martha. Nous allons vous présenter le résultat d'un travail qui a été réalisé avec des acteurs de l'industrie afin d'identifier quelles sont les activités clés liant à une bonne compréhension et une bonne appréhension des éléments qui font qu'un projet est bancable, un projet de mini-réseau en Afrique de l'Ouest. Juste en introduction, on a eu quelques commentaires sur la qualité du son. Je voulais vous indiquer qu'il est important que vous fermiez toutes les applications qui puissent consommer de la bande passante et dans tous les cas, vous aurez accès à un enregistrement de ce webinaire à la suite de cette session.
Je vais commencer par vous présenter donc le processus de développement d'un projet mini-réseau qu'on a divisé en 9 phases, allant de l'identification d'une opportunité au démantèlement de l'installation. La première phase est donc l'identification. Au cours de cette étape, il est essentiel d'évaluer d'abord si le déploiement d'un projet mini-réseau est la solution idéale pour répondre aux besoins énergétiques, économiques et sociaux d'un site ou d'une communauté. Il est important de garder à l'esprit qu'il pourrait y avoir des solutions alternatives, comme l'extension du réseau ou l'installation de systèmes autonomes qui pourraient correspondre aux besoins de la zone. Afin d'assurer que le projet répond aux besoins des usagers, les objectifs et les applications requises par la communauté doivent être alignés avec le type de réseau, de mini-réseau considéré. Ces objectifs peuvent être la fiabilité du système, la réduction des émissions carbone ou la recherche d'un rendement économique et financier spécifique. L'une des choses les plus importantes à prendre en compte au cours de cette phase est de bien définir les attentes du projet et des objectifs d'une manière qui peuvent être suivis et validés avec l'ensemble des parties prenantes. La seconde phase est la phase de sélection, durant laquelle le développeur doit se concentrer sur reconnaître les critères clés et les activités qui pourront avoir un impact significatif sur le projet en vue de se faire en fait une première idée sur sa faisabilité. Cela peut être réalisé en recueillant des informations sur autant d'aspects du projet que possible, y compris les besoins des clients, les ressources renouvelables du site, les données de consommation, ainsi qu'une évaluation des risques potentiels associés à la zone considérée. Identifier et travailler avec des intervenants clés était également un facteur important lors de la sélection de la meilleure option du projet. Il est crucial pour le développeur de compiler une liste des différentes parties prenantes pertinentes afin de définir leur rôle et responsabilités afin d'optimiser leur engagement sur le projet. La phase suivante est celle où on va évaluer les différentes alternatives qui peuvent être réalisées afin de dégager en fait les avantages potentiels de chaque option de projet. La plupart des projets de mini-réseau déploient 2 technologies de génération au plus, parfois avec du stockage. Le choix des combinaisons de technologies dépendra donc de l'équilibre entre les objectifs techniques, fiabilité, durabilité, mais également de production locale et également les objectifs en termes de retour financier. Pendant cette phase, le développeur doit auditer la consommation d'énergie dite de référence, ce qui permettra de déterminer les besoins de la communauté ou d'un ensemble de clients. La base de référence quantifie en fait les charges critiques et non critiques devant être satisfaites et sert de base pour définir les objectifs en matière d'économie d'énergie. Le choix d'une conception appropriée et son dimensionnement optimal sera parmi les principaux points de décision lorsque vous discuterez du financement du projet. Les activités de conception doivent prendre en compte des facteurs tels que les profils des différents consommateurs, la distribution dans le temps de la consommation d'énergie, le potentiel distribué des différentes sources renouvelables, le niveau d'accessibilité des infrastructures et évidemment les caractéristiques techniques du site, notamment quand on prend en compte les liaisons au sol. L'étape suivante consiste à sélectionner la configuration du projet la plus prometteuse. À ce stade, le développeur doit classer ces options en fonction de l'évaluation qu'il a faite précédemment et sélectionner celle qui est la plus avantageuse en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs et également sur les actions de réduction de risque à mettre en œuvre. Une méthodologie de notation comparative peut être développée à ce stade en spécifiant un ensemble de facteurs de pondération pour les critères de performance. Ces critères peuvent inclure des aspects opérationnels, des aspects financiers tels que la valeur actualisée nette, le taux de retour sur investissement, le TRI ou la durée d'amortissement. Elle peut également inclure la fiabilité du projet en nombre et en durée d'interruption, mais également des critères qualitatifs comme la satisfaction des clients critiques et stratégiques, la facilité d'accès à des mécanismes de financement propres. La phase suivante est la phase de pré-développement. Au cours de cette étape,
Au cours de cette étape, on amorce les travaux requis pour aboutir à un financement de projet. Certains de ces travaux clés comprennent une évaluation des technologies, notamment pour la génération, le stockage, le contrôle et le suivi des performances, les contraintes opérationnelles de sites, l'estimation préliminaire des coûts qui va être dérivée de l'analyse des fiches techniques fournies par les fournisseurs de technologies et sous-traitants. Également la performance relative de chaque source d'énergie, donc chaque technologie et composant. La bonne compréhension du comportement de ces technologies passera au travers de travaux de modélisation pour comprendre l'interaction entre chaque sous-système de l'installation. Certains éléments doivent être pris en compte pour les projets mini-réseaux, notamment les charges thermiques et électriques historiques et projetées des différents consommateurs, les profils de production d'énergie issus des ressources renouvelables, en prenant en compte, et c'est ça un point important, une estimation conservatrice du rendement énergétique. Ici également, le travail sur le modèle d'affaires, sur lequel nos experts reviendront après, doivent être vraiment bien travaillés. Définir les bons tarifs associés aux services d'intérêt général et comprendre les règlements d'interconnexion et d'exploitation seront des activités clés pour concevoir une bonne configuration de projet. Ces travaux aident en fait le développeur à proposer un avant-projet détaillé afin de proposer une analyse technique, financière, économique préliminaire du projet. Dans cette étape également, comme l'a indiqué ma collègue Madame Ossan Moussa, les impacts environnementaux et sociaux devront être identifiés et travaillés afin de réduire au maximum ces impacts sur la zone considérée. Pourquoi? Parce qu'au cours de cette étape, le développeur va devoir obtenir des permis, des licences et des autorisations pour réaliser et exploiter l'installation mini-réseau. La dernière phase de la partie développement de projet est celle où le développeur et l'ensemble de ses parties prenantes vont finaliser le projet en vue d'amener la négociation autour de la clôture financière. C'est la phase la plus critique du processus. Durant cette phase, les activités sont finalisées pour rentrer en discussion avec des investisseurs et des financeurs, ce qui signifie que les décisions prises lors de cette phase définiront l'avenir du projet. Il s'agit en fait de répondre, et on est là pour ça aujourd'hui, aux exigences de bancabilité, c'est-à-dire de développer des approches contractuelles pour les principaux contrats, de proposer des schémas de financement convaincants et de s'accorder sur la modélisation financière et de fournir l'ensemble des mesures visant à atténuer les risques principaux du projet qui ont été identifiés. Certaines tâches requises pour développer un projet bancable sont concevoir donc un modèle financier qui a été validé par les intervenants du projet. Pour cela également, dans ce type de projet, un développeur doit examiner quels sont les critères d'éligibilité du projet à certains instruments de financement intervenant sous forme de subventions, d'investissement ou d'exploitation pour financer en fait la partie entre qu'on appelle le viability gap, donc le financement qui reste à apporter pour rendre l'installation viable. Également, une notion importante, c'est que le modèle financier doit inclure tous les coûts liés à l'investissement et l'exploitation du projet. Également, modéliser l'ensemble des garanties fournies par les sous-traitants et répondre à plusieurs scénarios dits pessimistes via une analyse de sensibilité. C'est ici que le travail de négociation des financements intervient et il est spécifique à chaque projet. Cette phase se termine normalement par une décision d'investissement et donne le feu vert à la réalisation du projet. Le guide de Project Navigator inclut également l'ensemble des questions qu'il faut se poser et auxquelles un investisseur ou un financeur pourrait poser pour les phases de réalisation et d'exploitation du projet. Elle varie considérablement en fonction du type et de l'emplacement du projet.
Pour la construction, il est essentiel de définir des mesures de contrôle de la qualité et de gestion du chantier afin de respecter le budget et les étapes contractuelles clés, notamment la mise en service de l'installation. Pour l'opération et maintenance, les projets mini-réseaux nécessitent la planification d'activités de maintenance pour chaque sous-système individuel. Ces activités dites de maintenance périodique et corrective doivent aboutir à l'atteinte des indicateurs de performance en termes de disponibilité et de réponse en cas de panne. Chaque activité implique un coût qui devra être budgétisé dans le modèle financier. Enfin, et c'est souvent peu traité dans l'état de l'art, on traite également le démantèlement du projet. Pour les projets mini-réseaux, ce démantèlement diffère d'une centrale dite classique d'énergie renouvelable, car ces projets sont souvent constitués d'une combinaison de solutions de génération d'énergie dites distribuées, et la durée de vie du projet n'est pas limitée à la durée de vie d'un seul composant. Le Project Navigator fournit aux promoteurs de projet et à l'ensemble des parties prenantes associées à un projet des outils sous forme d'un kit qui permettent d'évaluer la meilleure configuration possible pour le projet. L'un des outils proposés est un modèle d'évaluation de projet qui va en fait simuler la génération horaire de chaque sous-système individuel pour aboutir à la production et à la satisfaction ou non des besoins de chaque consommateur. Nous fournissons également des outils dits de décision qui permettent justement de travailler sur les aspects qualitatifs et quantitatifs liés au développement du projet. Donc, accompagner l'évaluation du projet en fonction de sa maturité, en travaillant sur les critères de performance, mais également le navigateur aide également à évaluer les risques potentiels du projet. C'est important également pour nous d'avoir un retour d'information sur ces guides, car évidemment, nous essayons de suivre l'évolution des bonnes pratiques du marché pour le fournir à l'ensemble des développeurs de la plateforme. On va vous projeter une petite question sur votre écran. On vous donne quelques secondes pour y répondre. Merci. Muted. Unmuted. Merci, Monsieur Bemaras, pour ces éléments sur le développement d'un projet mini-réseau durant lequel le promoteur va préparer une proposition de projet dite bancable afin de pouvoir se rapprocher d'instruments de financement tels que SANREF. Je voudrais maintenant donner la parole à Roger Engesson, qui va parler des investissements en faveur de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables au travers des SANREF, une ligne de crédit verte développée par l'Agence française de développement. Merci Martha, merci Simon de nous prier à travers cette présentation. Nous sommes dans la section où la première question qui est posée, c'est quels sont les facteurs clés de bancabilité des projets de mini-réseaux en Afrique de l'Ouest. Je pourrais commencer, avant même de dérouler ma présentation, à répondre à cette question. C'est important que vous compreniez qu'est-ce que nous, les experts sur le terrain, on pense des facteurs de bancabilité. Un projet, qu'il soit mini-réseau ou pas mini-réseau d'énergie renouvelable en Afrique de l'Ouest, pour qu'il soit bancable, il faudra absolument convaincre le porteur de projet, premièrement, de porter lui-même son projet de bout en bout. Ça, c'est un facteur important. C'est-à-dire qu'il doit maîtriser toutes les étapes de développement de son projet. Sinon, il n'aura jamais un projet bancable.
Le banquier, quand on parle de bancabilité, ça veut dire qu'on pense, le mot-clé à l'intérieur, c'est banque. Donc, si vous voulez avoir un avis d'un banquier pour pouvoir le rendre éligible aux critères de banquier, vous devez vous mettre dans les souliers d'un banquier. Qu'est-ce qu'un banquier regarde avant tout? Le banquier regarde d'abord la personne qui porte le projet, sa santé financière. Autrement, nous avons en Afrique de l'Ouest beaucoup de personnes qui se disent porteurs de projets. En fait, ils n'ont que des idées. Ils n'ont même pas $1 en poche et disent qu'ils sont porteurs de projet ou ils sont propriétaires d'un projet. L'expression que vous avez utilisée précédemment est très éloquente, propriétaire de projet. On n'est jamais propriétaire de projet lorsqu'on va sur le marché et qu'on demande qu'il y ait plusieurs participants autour des tables de votre financement. Donc, premier facteur de bancabilité d'un projet, mini-réseau ou autre, c'est que le porteur de projet soit crédible sur le marché auquel il est. Donc, si vous êtes un opérateur qui fabrique du plastique d'emballage et que vous voulez vous lancer dans un projet mini-réseau, le banquier va se poser la question, est-ce que c'est votre corps de métier? Première chose, est-ce que c'est votre corps de métier? Deuxièmement, pour qu'un projet soit bancable, il faut, pour ceux qui nous écoutent, les 167 inscrits, il faut que vous sachiez que la personne qui porte le projet doit mettre des ressources financières et des garanties à la réalisation de ce projet-là. Donc, quand on parle de mini-réseau en particulier, parce que c'est un biais pour ce webinaire, c'est un biais de choisir les mini-réseaux. Les mini-réseaux s'inscrivent dans un contexte un peu plus complexe que les projets ordinaires. Quand on parle de mini-réseaux, ça veut dire qu'on produit de l'énergie pour un tiers. On ne produit pas un mini-réseau pour sa propre consommation. On n'est pas en autoconsommation pour dire que c'est juste pour mes besoins. On produit pour un tiers. Donc, il faut connaître le marché cible auquel on s'adresse et connaître la législation nationale relative à l'opération des mini-réseaux. Vous avez en Afrique de l'Ouest 15 pays, anglophones, francophones et autres, et la législation n'est pas la même. Donc, si vous voulez opérer en tant qu'opérateur d'un mini-réseau, choisissez bien le pays pour lequel la législation permet justement d'être dans ce cas. Exemple pratique, pour être concret, vous êtes au Sénégal, la législation aujourd'hui permet à des entreprises qui s'intéressent à l'accès à l'énergie pour la réduction de la pauvreté d'opérer des mini-réseaux. C'est le cas de Énergie Rurale Afrique, ERA au Sénégal. Ce type de business model marche très bien dans les pays où la législation le permet. Mais ne le transposez pas à un autre pays comme la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas pour l'instant la législation en place pour le faire. Donc, il faut qu'on soit très concret là-dessus. Dernier facteur clé de succès ou de bancabilité d'un projet, le banquier analyse toujours un projet sous un angle du banquier avec un certain nombre de critères qui vous échappent, à travers lesquels, tout à l'heure, Simon nous a baladé un tout petit peu. Mais le banquier a, en plus de ces critères-là, une autre batterie de critères qu'ils utilisent. Cette batterie de critères-là, c'est des enquêtes qu'ils mènent sur l'individu qui porte le projet. C'est aussi l'appréhension qu'ils ont sur le marché. C'est aussi, par rapport à la période dans laquelle on est, des directives qui peuvent venir des sociétés mères quand on parle de bancabilité des projets. Donc, si vous voulez regarder la bancabilité d'un projet, regardez d'abord qui porte le projet. Est-ce que c'est son corps de métier? Est-ce que la législation nationale le permet? Et ensuite, est-ce que le banquier peut, sans vous révéler tous les critères, vous dire exactement oui ou non au bout de 2 ans de développement? Parce que c'est là que ça devient très difficile. Le banquier ne se prononce jamais au premier jour de votre projet, il se prononce 2 ans plus tard. Ceci étant dit, laissez-moi vous présenter un outil de financement qui a été mis en place depuis plusieurs années et dont l'Afrique de l'Ouest en bénéficie. C'est le programme SUNREF, porté à bout de bras par l'Agence française de développement et qui concerne les 8 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une ligne de crédit, dédiée, environnementale, c'est-à-dire pour laquelle l'objectif ultime, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers un certain nombre d'investissements dits d'énergie durable pour le service des entreprises et des particuliers. Donc, l'objectif ultime de SUNREF, c'est d'aider à travers sa ligne de crédit les entreprises privées et les particuliers à accéder à des financements à taux d'intérêt bonifiés pour pouvoir réaliser des investissements, que ce soit pour des mini-réseaux de production de l'énergie et de distribution ou alors pour des projets d'efficacité énergétique. SUNREF vient avec 3 outils, essentiellement. Les 3 outils, c'est avant tout l'assistance technique qui est apportée aux porteurs de projets, c'est la prime à l'investissement et c'est les prêts bonifiés accordés aux entreprises. Qui sont les acteurs de SUNREF? Donc, prochain slide.
c'est avant tout l'AFD. Deuxièmement, les banques partenaires de l'AFD. Et troisièmement, les porteurs de projets. Ce sont les trois acteurs clés. L'AFD donne des directives, apporte les ressources à taux d'intérêt bonifié et les banques se saisissent de cet argent pour prêter aux entreprises qui ont des projets dits éligibles. Et les porteurs de projets, leur rôle à eux, c'est de structurer des demandes qui soient crédibles vis-à-vis des banquiers. Donc, on emploie ici le terme d'éligibilité et non de bancabilité. La bancabilité échappe un peu à notre analyse à nous en tant que technical assistant, en tant qu'assistance technique. C'est la banque seule qui le fait plus tard. Mais comme nous sommes dans le thème de la bancabilité, je vous dis que la bancabilité n'apparaît pas sur ce slide. C'est un travail qui est fait après coup par le banquier. Mais nous, c'est l'éligibilité à un certain nombre de critères. Ce sont ces critères-là que je vais vous évoquer dans le next slide suivant. Encore l'autre slide, s'il vous plaît. Donc ici, vous voyez, à travers, on va un tout petit peu rapidement, à travers le projet d'énergie renouvelable qui est le cœur de notre débat de ce jour, les critères d'éligibilité sont avant tout que la puissance installée ou la production totale n'excède pas 10 MW. Ça, c'est très important de garder cela en mémoire. La taille du projet est un élément clé pour nous. Et ensuite, on revient maintenant à ce qui a été indiqué dans la présentation précédente, c'est-à-dire on va rechercher maintenant des critères de viabilité technique et financière de projet à travers donc des indicateurs techniques, c'est-à-dire le niveau de production d'énergie et sa fiabilité. Deuxièmement, le taux de rentabilité interne, la VAN, etc., constituent donc des éléments d'analyse de la viabilité financière de tout projet qui permettent donc, si ces critères-là sont remplis, de dire que le projet il est éligible à un certain nombre de critères. On peut avancer un tout petit peu. Next slide. Next. Voilà, on va passer l'efficacité énergétique, si vous voulez bien. Donc ici, dans ce transparent, pour ceux qui nous suivent, sont résumés les principaux éléments à garder en mémoire. D'abord, sont éligibles les bénéficiaires directs, c'est-à-dire les entreprises des secteurs industriels commerciaux ou les particuliers ou les sociétés de services énergétiques qui portent des projets de mini-réseau pour le pays ou pour leur propre business. Deuxième secteur à prendre en compte dans les critères d'éligibilité, c'est les critères techniques. Quand on parle ici d'énergie renouvelable, vous devez être inscrit dans la liste de ces technologies-là, solaire, hydraulique, éolien, géothermie, biomasse comme source d'énergie, ou valorisation des déchets, ou solutions hybrides, pour peu que la partie énergie renouvelable dépasse 50% de la production. Ça, c'est le premier critère technique auquel on s'adresse. Et toute la puissance installée doit être inférieure à 10 MW. Les techniciens le sauront. Ensuite, vous regardez le dernier critère qui est dit financier. Et donc, dans les derniers critères, vous avez le niveau d'investissement total de votre projet ne doit pas excéder 7 millions d'euros. L'emprunt sur la ligne de crédit doit être inférieur à 3 millions d'euros. Et, Dieu merci, la durée du prêt peut aller de 3 ans à 12 ans avec un différé. Et votre calcul financier doit démontrer que votre investissement doit avoir un taux de rentabilité interne supérieur à 8%. Ici, donc, on est vraiment dans le concret. Moi, je parle ici à un porteur de projet. Je ne suis pas dans la généralité. Je parle à une entreprise qui a une concession au Mali pour faire de l'électrification rurale, qui va donc utiliser les solutions de mini-réseau pour pouvoir produire et distribuer. Et là-dedans, on a la solution hybride où toute solution d'énergie renouvelable peut s'adapter pour peu que son projet soit d'échelle maîtrisable. Parce que ce qu'on sait, les projets complexes de plus de 50 MW sont très complexes à gérer et peuvent prendre 10 ans. Ici, on veut aller step by step, étape par étape. Donc, on prend des projets de taille relativement faible, inférieur à 10 MW. Dernier slide, si vous le permettez. Quels sont les coûts qui sont éligibles? Donc, je continue toujours à parler aux porteurs de projets. Quand vous avez un projet de mini-réseau, tout ce qui est coût de développement de votre projet lors de la phase de développement peut être pris en charge de façon anticipée par CNRF. Vous avez aussi les coûts d'investissement sur le matériel et les équipements. Vous avez toutes les études d'ingénierie qui sont menées grâce au recrutement que vous allez faire de bonnes compagnies qui vont vous accompagner. Vous avez également des honoraires juridiques si dans le pays en question, vous devez élaborer des accords cadres avec les ministères pour avoir un certain nombre d'autorisations. Et tous les travaux d'installation, y compris le premier jet des pièces de rechange, tout cela est éligible au prêt. Donc, si votre prêt est de 7 millions d'euros et que la ligne de crédit vous finance 3 millions, la banque est capable de vous financer le gap de 4 millions.
Et je peux vous dire aujourd'hui que les banques ont beaucoup de ressources financières à mettre sur la table. Et vous avez vu la liste des banques avec lesquelles nous faisons affaire. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau. Donc, la ligne de crédit ne peut cependant refinancer les dépenses déjà engagées par le porteur projet. Il est donc important dès le départ qu'il y ait une entente entre la banque et le porteur du projet de mini-réseau pour qu'on rentre ce projet-là dans un cycle de développement dans lequel tous les coûts sont maîtrisés. On ne fait pas tous les investissements et on ne se fait pas rembourser par la suite. Non, ce n'est pas le jeu ici. Le jeu ici, c'est de prendre un porteur de projet, de prendre une banque, de les mettre en contact dès le début et qu'ensemble ils cheminent. Donc, il y a beaucoup de coûts qui sont couverts par le projet. Donc, si je termine, le dernier slide, avant ma conclusion, s'il vous plaît, next slide. Oui, c'est le dernier slide. Ici, on vous donne un petit schéma sur les étapes clés de développement d'un projet dans le cadre de SENREF. Au début, vous avez 3 ports d'entrée. Il y a l'assistance technique à partir de laquelle vous pouvez introduire votre projet. Il y a la banque partenaire et nous avons également, au niveau de chaque des pays membres, des associations professionnelles dans lesquelles les entreprises peuvent porter leurs projets et tout cela nous est ramené au niveau de l'assistance technique. Et nous menons d'abord une première étape, étude préliminaire, pour juger de l'éligibilité ou non de ce projet au stade très préliminaire. De sorte que si le projet ne répond pas, on ne passe pas 2 ans à faire cette étude-là. Deuxièmement, une fois que le projet remplit un certain nombre de critères, nous accompagnons le porteur de projet dans les études détaillées en mettant de l'argent sur la table pour recruter des compagnies compétentes pour mener les études dans tous les secteurs que nous avons mentionnés, depuis l'énergie solaire jusqu'à la biomasse énergie. Nous sommes capables donc d'apporter du financement. Ensuite, nous laissons le banquier et le porteur de projet, son client, négocier les termes du financement. On ne peut pas les donner ici. Les termes sont très attractifs par rapport aux valeurs du marché. Je dis un exemple. Si le marché dans lequel on est, le pays dans lequel on est, le prêt moyen est donné à 10% de taux d'intérêt, le but de SENREF, c'est d'être largement en dessous de ce montant, de ce taux d'intérêt, ce qui rend donc SENREF relativement attractif. Une fois que tout le processus est complété et que la construction du projet est réalisée, du mini-réseau, on envoie une vérification sur place et si le projet est fait conformément au cahier des charges, on donne une prime à l'investissement qui est un élément très particulier à ce mécanisme dit SENREF qui ne s'applique que dans certaines régions ici en Afrique de l'Ouest. Donc, les projets peuvent se mériter entre 5% et 10% du montant total de l'investissement comme une prime, ce qui rend vraiment la démarche SENREF totalement intéressante. Je viens de vous parler de SENREF, je viens de vous parler des étapes, comment développer SENREF, quels sont les critères que le banquier recherche avant tout, avant même de commencer l'analyse de la bancabilité, et que la bancabilité pour les banques, c'est avant tout la qualité du porteur de projet, son engagement, les Anglais disent commitment, son engagement à développer son projet, les assurances écrites, mais que le banquier regarde avec beaucoup d'attention. Je vous remercie. Unmuted. Merci, Monsieur Anguestin. Avant de donner la parole à notre prochain orateur, nous vous encourageons vraiment à poser des questions au travers de la plateforme, pour lesquelles nos panélistes répondront après. Donc, passons maintenant à Youssouf Kalogo, qui nous expliquera une étude de cas pratique des modèles d'affaires des projets énergie renouvelable. Muted. Martha, merci Simon. J'espère que vous m'entendez très bien. Je suis Youssouf Kalogo, vice-président de Copaden, chargé des énergies renouvelables et technologies environnementales. Mon exposé porte sur la différence entre un modèle d'affaires et un plan d'affaires, avec un accent particulier sur la présentation de quelques modèles d'affaires de projets d'énergie. Prochaine diapositive. En guise d'introduction, veuillez noter que le socle de la création d'entreprise, c'est le modèle d'affaires et le plan d'affaires. Le modèle d'affaires, en général, il tient sur une page. De quoi s'agit-il? C'est un concept économique à partir duquel l'entrepreneur va générer des revenus en répondant à des besoins de son client tout en levant des barrières auxquelles le client fait face. Le plan d'affaires, quant à lui, il est beaucoup plus élaboré, il tient sur à peu près 10-20 pages. C'est votre feuille de route, cette feuille de route qui permet de décrire concrètement comment le modèle d'affaires sera techniquement mis en œuvre, qui démontre comment le modèle d'affaires sera financièrement viable, comme le disait tout à l'heure
mon collègue qui vient de faire sa présentation, il est construit à partir d'un certain nombre d'hypothèses, mais d'hypothèses réalistes et de données réelles. C'est cette feuille de route-là que vous allez prendre pour convaincre l'investisseur. À travers cette feuille de route, il va pouvoir faire une décision pour savoir si votre projet est effectivement bancable ou pas. À la prochaine diapositive. Je vais vous présenter ici rapidement trois catégories de modèles d'affaires. Des modèles d'affaires qui sont basés sur les systèmes d'énergie ou de produits, les modèles d'affaires basés sur des régimes de revenus innovants et les modèles d'affaires basés sur des régimes de financement souples. Prochaine diapositive. Next. Donc, le tableau ici résume 10 catégories de modèles repartis selon les trois catégories dont je viens de parler. Je vais passer en revue rapidement deux modèles de chaque catégorie. Au niveau des services, des systèmes de services ou de produits, vous avez le contrat d'approvisionnement énergétique. De quoi s'agit-il? Vous avez un entrepreneur qui fournit de l'énergie à son client et qui le facture au kilowattheure d'énergie consommée. En ce qui concerne le modèle de contrat de performance énergétique, l'investisseur ou l'entreprise va mettre en place des dispositifs qui vont permettre à son client de réduire sa consommation d'énergie. Dans ce cas de figure-là, le paiement de l'entrepreneur est fait sur la base des performances du service qu'il donne, c'est-à-dire un pourcentage des économies d'énergie qu'il aura permis à son client de réaliser. Donc, la deuxième catégorie, régime de revenus innovants, vous avez le régime de rachat de l'énergie. C'est généralement applicable aux énergies renouvelables. C'est des politiques qui sont mises en place pour permettre aux investisseurs en énergie renouvelable de vendre leur énergie à un prix beaucoup plus intéressant que dans le cas de la production classique d'énergie. Un exemple, c'est en Tunisie où le gouvernement permet aux populations d'installer des panneaux solaires sur leur maison et de revendre l'excédent d'énergie à la société tunisienne d'électricité et de gaz. Le modèle suivant, c'est la consommation collaborative par achat groupé. Dans ce modèle-là, vous avez un intermédiaire qui regroupe ses clients. Une fois regroupé, il va mettre en concurrence les fournisseurs. Il négocie le prix le plus intéressant pour ses fournisseurs. Et ce modèle-là est appliqué par Wikipower en Belgique. La troisième catégorie, régime de financement souple, vous avez le modèle de financement à partir de la facture d'énergie. De quoi s'agit-il? L'investisseur installe un équipement chez son client et le client est facturé sur sa consommation au kilowattheure, mais également il paye une partie d'argent qui vient couvrir progressivement le prix de l'équipement de telle sorte qu'à la fin du contrat, l'équipement lui revient. Et enfin, vous avez la location d'équipement. Et là, il y a deux modèles possibles, c'est-à-dire, on l'appelle en général le PEG, Pay as you go, ou payer à l'usage. Vous avez le type location-vente. Ce modèle permet à la fin du contrat au client d'être propriétaire de l'équipement et vous avez la location perpétuelle. L'équipement ne revient jamais au client. La différence, c'est qu'en location perpétuelle, les coûts sont beaucoup plus faibles qu'en location-vente. Prochaine diapositive. Maintenant, je vais vous parler de cas concrets. Comment bâtir un modèle d'affaires en fait. Je vais vous présenter deux types. Ça, c'est le premier type qui est basé sur 4 composantes. La première composante, c'est la proposition de valeur. Et cette proposition de valeur, c'est l'utilité en fait de l'offre que vous faites à votre client. C'est cette proposition de valeur qui va déterminer si le client doit acheter ou ne pas acheter. Le deuxième composant, c'est le réseau de valeur. Ce réseau de valeur, c'est l'ensemble des facteurs externes, notamment vos partenaires extérieurs sur lesquels vous vous appuyez pour que votre produit soit disponible sur le marché. Et vous avez également en troisième composante le modèle de profit. C'est la stratégie que vous mettez en place pour pouvoir collecter les revenus. Et cette stratégie-là inclut la façon de fixer vos prix et les moyens de paiement que vous mettez à la disposition de vos clients. Et la dernière composante, c'est les ressources et moyens organisationnels. Il s'agit de ressources à l'interne de l'entreprise sur laquelle l'entreprise va s'appuyer pour que son produit soit disponible sur le marché. Prochaine diapositive. Donc, cette diapositive-là présente un second cas de modèle d'affaires. Lui, il a 9 composantes et c'est le modèle d'affaires qui est recommandé par la Banque nationale du Canada. La première composante, c'est la proposition de valeur dont j'ai déjà parlé. La deuxième composante, c'est le segment de marché. Ce segment de marché qui représente en fait
les cibles de clients que vous visez. Et la troisième composante, c'est vos canaux de distribution, c'est-à-dire les moyens que vous allez utiliser jusqu'à ce que votre produit soit sur le marché. Et la quatrième composante, c'est la relation clientèle. Vous devez mettre en place des relations qui permettent de fidéliser vos clients. Et la cinquième composante, c'est les ressources clés. De quelles ressources est-ce que vous avez besoin en interne pour produire jusqu'à ce que votre produit soit sur le marché? Et la sixième, c'est les activités clés. Et ces activités-là, c'est les différentes étapes que va prendre votre projet jusqu'à ce que le produit soit sur le marché. Et la septième, c'est les partenaires. En général, une entreprise toute seule ne peut pas délivrer le produit. Il lui faut des partenaires qui vont lui fournir des intrants, il lui faut des partenaires pour financer le projet. Donc, ces partenaires-là doivent apparaître dans votre modèle d'affaires. Et en huitième, vous avez les revenus. Quelle stratégie vous mettez en place? Et ça, c'est le cœur du modèle d'affaires. C'est ce qui fera de votre modèle d'affaires un modèle attractif ou non. Et enfin, vous avez les coûts qui sont vos coûts fixes et vos coûts variables. Prochaine diapositive. Next. Voilà un exemple pratique de modèle d'affaires avec le modèle PEG. Vous savez certainement que le modèle PEG est un modèle très utilisé en ce moment par des startups, par de nombreuses startups en Afrique dans le domaine de la production d'énergie renouvelable à partir de panneaux solaires. Dans le modèle PEG, la proposition de valeur ici, l'offre, c'est du 100% énergie renouvelable. Il cible les milieux ruraux et les zones hors électricité. Et l'avantage concurrentiel ici, c'est payé à l'usage. C'est ce qui fait la différence entre ce modèle-là et un autre modèle. Ce qui est attractif pour le client. Qu'est-ce qui va faire qu'un client va acheter votre produit ou ne va pas acheter? Le réseau de valeur, la production et l'approvisionnement se font directement chez le client à la maison. La commercialisation s'appuie sur des partenaires de télécommunications. Et l'innovation avec ce modèle, c'est que l'activation se fait par téléphonie mobile. L'entrepreneur reste à ses bureaux et il met en marche le dispositif qui donne l'éclairage. Le modèle de profit, il est basé sur des abonnements et les coûts, alors c'est les coûts de transaction que les compagnies de télécommunications vous permettent de collecter vos revenus. C'est également les coûts des panneaux solaires et les salaires des employés. Et la source de marge alors sera la différence entre vos revenus et vos coûts. En dernier point, les ressources organisationnelles. Il y a le personnel administratif et technique. Il faut un parc informatique assez bien fonctionnel puisque tout se fait par télécommunication. Et les ressources financières, c'est les subventions. Il faut préciser à ce niveau que la plupart des startups en Afrique qui utilisent le modèle PEG ont bénéficié de la subvention qu'on appelle SOG, le Scaling of Grid Energy Grant Challenge for Development. Next slide. Donc, je vais vous présenter un deuxième cas pratique de modèle d'affaires sur lequel moi-même j'ai travaillé, qui est celle de l'entreprise IAS Énergie. La proposition de valeur ici, c'est de faire de l'irrigation par panneaux solaires à faible coût pour assurer la demande en eau et accroître la production agricole. Okay? Le segment de marché qui est visé ici, c'est les agriculteurs maraîchers et les horticulteurs. Les canaux de distribution, après analyse, on s'est dit qu'il faut faire du porte-à-porte, il faut faire des panneaux publicitaires, il faut faire de l'annonce à la radio locale pour informer. Et la relation clientèle mise en place, après analyse, il s'est avéré qu'il est important de faire une visite chez les clients tous les 6 mois, avoir un numéro d'appel d'urgence et mettre en place un système, une option de maintenance et une option de réparation. Au niveau des ressources, les besoins, il faut des panneaux solaires, il faut des outils, des ondulateurs, des pompes et des tuyaux, etc. Au niveau des activités, c'est les commandes d'équipement, les installations, les maintenances. Naturellement, IAS ne produit pas de panneaux solaires. Il doit s'appuyer sur un certain nombre de partenaires clés qui vont lui fournir les panneaux solaires, les pompes solaires, les tuyaux et aussi des acheteurs de produits que je vais expliquer plus tard. Ici, la stratégie de revenu, de quoi s'agit-il ici? En fait, la stratégie de revenu utilisée se base sur le coût de l'équipement et son installation et un forfait annuel optionnel pour la maintenance et la réparation. On part du principe que les agriculteurs n'ont pas de revenus mensuels. Ils font la plupart de leurs revenus à la fin de la récolte. Donc, la stratégie, vous avez un dépôt minimum et un financement souple. Et ce financement souple, là, une partie de l'équipement et de l'installation représente un certain pourcentage de la récolte sur 5 ans, tandis que les forfaits annuels optionnels, c'est également un pourcentage des récoltes par an, ce qui permet une facilité de paiement à l'agriculteur.
En termes de coûts, vous avez le coût des équipements, des consommables, des solaires et des publicités. Au début, j'ai parlé de besoins et j'ai parlé de barrières. Ici, quel besoin on cherche à résoudre? C'est mettre de l'énergie bon marché à la disposition de l'agriculteur afin qu'il ait suffisamment d'eau pour accroître sa productivité. Et les barrières qu'on cherche à lever, c'est les barrières financières, ok? C'est-à-dire que le coût initial de l'investissement n'est pas supportable par l'agriculteur. Donc, on lui permet des paiements assez flexibles. Il y a la barrière technique qu'on lève en fournissant l'option de maintenance pour lever tout doute dans l'esprit de l'agriculteur. Et aussi, on lève une barrière commerciale. Je vous ai dit tout à l'heure que l'agriculteur ne fait pas un salaire tous les mois. Donc, il fait le plus gros de son revenu à la fin de l'année. Et la stratégie de revenu ici, basée sur les récoltes, aussi montre que si plus le système est performant, plus de revenus vous allez générer. Next slide, s'il vous plaît. Prochaine diapositive. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces deux diapositives qui vont suivre, c'est-à-dire le cas pratique 3, qui est le modèle d'affaires de la société coopérative Enercop. Ici, il y a deux éléments que je voulais souligner. D'abord, c'est l'avantage concurrentiel. Ils ont un statut coopératif, ce qui fait que les revenus qui sont générés sont réinjectés dans le business au lieu de le redistribuer. Et l'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire au niveau de la production et de la vente. Prochaine diapositive. Cette diapositive-là, c'est le modèle d'affaires classique d'une grande société telle GDF Suez, par exemple. Et là, l'élément clé sur lequel je voudrais insister, c'est l'avantage concurrentiel, c'est qu'ils ont un réseau qui est assez développé et un leadership technologique qui est avéré et établi. Prochaine slide. Donc, pour terminer, je voudrais vous parler brièvement de ce qu'est un plan d'affaires. Donc, sur cette diapositive, vous voyez la configuration d'un plan d'affaires assez simple. Il s'agit ici de faire un projet et créer une ville carrefour de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique. Donc, en première section du plan, vous avez l'identification de l'équipe. Il s'agit de l'équipe de Coralie et de ses collaborateurs au nombre de 6 personnes. La deuxième partie du plan, c'est la description du projet. Il s'agit ici de créer une ville carrefour d'énergie renouvelable où les entreprises seront regroupées. Ce regroupement leur permettront de partager un certain nombre de ressources, notamment les équipements, les ressources humaines et tout ce qui est service administratif. Au bout du compte, on veut faire éclore des entreprises dans le domaine de l'éclairage intelligent, du chauffe-eau énergétique intelligent, etc. Et le plan actuel se focalise sur les chauffe-eau énergétiques intelligents. Donc, si vous regardez la troisième section qui est l'innovation et valeur ajoutée, il s'agit de créer un chauffe-eau électrique, un chauffe-eau intelligent qui marche avec une télécommande et qui est capable de réduire la consommation d'énergie de 20%. La description du marché, c'est la section suivante. Le marché qui est visé ici, c'est le marché québécois et canadien. Et la part de marché visée ici est de 1%, environ 30 000 chauffe-eau à produire. Et ça devrait générer un bénéfice autour de $1 million. Quelle est la stratégie commerciale utilisée? La stratégie commerciale, c'est de s'implanter dans une ville qui est Shawinigan, en Mauricie. Je ne sais pas si je prononce bien le nom là, en Mauricie. Et alors, de faire un partenariat avec la ville, de faire un partenariat avec Hydro-Québec et d'utiliser les canaux qui existent déjà de distribution de chauffe-eau. En termes de concurrence, après analyse, les auteurs du plan se rendent compte qu'il n'y a pas de concurrence sur le marché canadien. Le seul concurrent est en France, mais ils ne vendent pas sur le marché nord-américain, ce qui est une très bonne nouvelle pour eux. Prochaine diapositive. Donc, en matière de compétences requises pour le personnel, il leur faudra un électricien, et l'ingénieur. Il faudra également inclure des formations dans les cégep. En termes de retombées économiques, l'entreprise s'attend à une création massive d'emplois, à une migration de personnel spécialisé dans la région en Mauricie. Et en conclusion, ils espèrent présenter la ville de Shawinigan comme un carrefour d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Ils terminent leur plan par une analyse qu'on appelle SWOT, où ils analysent les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces reliées à leur projet. Donc, c'est un plan d'affaires qui est très simple,
qu'on pourrait naturellement améliorer en ajoutant par exemple une section où on va parler de l'organigramme de l'entreprise qui va montrer les différentes responsabilités des membres de la future entreprise. Il faut aussi une section où on va parler de budget et de finances, montrer clairement quel est le fonds de roulement qui est disponible. Tout à l'heure, mon collègue Roger parlait du fait que les banques, avant de vous donner leur OK, veulent savoir si vous-même vous êtes crédible. Et enfin, il faut une dernière section qui est l'analyse de risque. C'est très important pour le banquier de voir que vous avez fait une analyse des risques, d'abord de comprendre quels sont les risques et comment vous comptez contourner ces risques-là. Je vous remercie. Unmuted. Merci, Monsieur Kalogo, et merci à tous nos panélistes pour vos excellentes présentations. Nous sommes arrivés à la dernière session de ce webinaire dévouée aux questions et réponses avec nos participants. Donc maintenant, le webinaire est ouvert aux questions. Comme nous vous l'avons indiqué auparavant, certains d'entre vous ont posé des questions durant les présentations. On va essayer de les poser à nos panélistes. N'hésitez pas, durant cet échange, à utiliser la fonction question de l'outil GoToWebinar pour poser vos questions. Si jamais votre question pour des questions de temps n'a pas été sélectionnée, nous essaierons, dans la mesure du possible, à la suite du webinaire, de vous fournir un document où nous répondrons à la plupart des questions. La première question qui a été posée aujourd'hui concerne donc Monsieur Mamadou Koné de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. La question était posée sur quels sont les critères d'éligibilité au concours de jeunes entreprises. Oui, merci pour cette question. La réponse complète de la question, je préfère que le participant concerné la vérifie sur le site, mais je vais déjà faire une réponse brève à ça. Alors, le site, c'est bien www.ifdd.francophonie.org qui est dans la présentation qu'il va recevoir. Donc, il peut vérifier la réponse totale là-dessus, sur le site, mais déjà, je peux le donner. La première chose comme critère, c'est d'avoir comme cœur de métier. Donc, ça sera axé sur l'accès, sur l'efficacité énergétique et sur les énergies renouvelables. Une fois que ça c'est fait, il peut associer ce cœur de métier avec autre chose. Par exemple, tout à l'heure, on a cité comme exemple l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, qui deviennent donc comme une valeur ajoutée ou un système, disons, innovant, qui est utilisé pour faciliter la livraison de services. Mais donc, première condition, avoir comme cœur de métier l'énergie. Deuxième critère, c'est être membre, bien sûr, être une société qui travaille dans un pays membre ou de la francophonie. Donc, on a ouvert un peu en disant que c'est pas forcément tous les membres de l'équipe qui doivent être membres ressortissants de la francophonie, mais un certain nombre de personnes dans l'équipe doit ressortir de la francophonie. Ensuite, être une entreprise jeune, dans le sens où il ne doit pas dépasser un certain nombre de chiffre d'affaires, un certain montant de chiffre d'affaires. Et puis, ce chiffre d'affaires de tête, si je regarde, je crois que c'est 24 millions de francs CFA, qui ne doit pas être au-delà de ça. Au-dessus de ça, on considère que l'entreprise n'est plus jeune. Donc, jeune financièrement, c'est un des critères. Bon, voilà, je donne déjà 3 critères d'éligibilité. Les autres critères, je vous prie de vérifier sur le site. Il y a un document qui est attaché à ce concours-là. Il vaut mieux que vous lisiez le document en entier sur le site. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Koné, pour cette intervention. Il y avait une question également pour Monsieur Nopenio Dabla de IRENA. Cette question portait justement sur la présentation des RRAs, notamment sur est-ce que des pays de l'Afrique de l'Ouest comme le Cameroun ont entamé justement cette évaluation de ce travail avec l'IRENA et comment un pays comme le Cameroun peut en bénéficier.
Oui. Donc, les en fait, pour répondre rapidement à la question, bon, les arrêts ont commencé en Afrique de l'Ouest. Donc, le tout premier arrêt était au Sénégal, et ensuite le Ghana, la Gambie, le Niger et maintenant le Mali, qui ont bénéficié de l'appui de l'IRENA à travers les arrêts. En fait, le service d'appui de l'IRENA travaille sur la base de requêtes reçues par reçus des pays membres, évidemment. Donc, dans le cas du Cameroun, par exemple, pour qu'un arrêt puisse y être conduit, il faudra une requête officielle venant du ministère de l'eau et de l'énergie, qui est notre point focal là-bas, pour pouvoir démarrer le processus. Et en fait, voilà, et ce processus prend à peu près une année pour être conclu. Unmuted. Merci, Monsieur Nopegno, pour votre réponse. Donc, la prochaine question est adressée à Madame Ousmane Moussa. Et la question est: quels sont les critères d'éligibilité pour accéder au marketplace pour les projets? Merci Martha pour cette question. Donc, comme vous le savez, IRENA est une organisation internationale. Par conséquent, le marketplace est une plateforme qui est ouverte à l'ensemble des projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Nous n'avons pas de critères d'éligibilité. Tous les développeurs peuvent s'inscrire. La seule condition, c'est que nous avons des directives pour pouvoir publier les projets sur notre plateforme. Et c'est des critères plutôt qualitatifs. Il faut que le projet soit à un stade qui est déjà un concept, au minimum qui est un concept, que le lieu, la localisation du projet est déjà identifiée, qui est qui a eu déjà des démarches pour chercher des sites, par exemple. On n'a pas de critères aussi pour la taille. On accepte les projets on n'a pas de taille minimum pour accepter les projets sur le marketplace. Merci beaucoup, Madame Ousmane Moussa, pour ces compléments d'information sur le marketplace. On a eu beaucoup de questions sur Sunref, vraiment beaucoup. On essaiera, je pense, d'en retenir une ou deux lors de cette session, mais Monsieur Nguessan recevra l'ensemble de vos questions pour pouvoir y répondre, et on fera le suivi pour que vous puissiez avoir des informations. Une question un petit peu technique et également qui rejoint les critères d'éligibilité portait Monsieur Nguessan sur la question d'un projet mini-réseau intégrant des composantes recyclage de déchets, justement pour abonder une chaudière. Est-ce que ce type de projet, on va dire multi-technologie intégrant la composante recyclage de déchets, est-elle éligible? Je vous donne également une seconde question. C'est sa portée sur le fait de savoir si les ONG sont éligibles à la facilité Sunref. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis Roger Nguessan. Je vais répondre brièvement aux deux questions. Et si je ne suis pas assez précis, s'il vous plaît, pardonnez-moi, mais je serai toujours disponible pour continuer les échanges avec les participants parce que mon adresse email sera accessible. Effectivement, dans un projet de mini-réseau dans lequel le porteur de projet se rend compte que les ressources naturelles sont disponibles, notamment la biomasse énergie, qui résulte par exemple parce qu'il se trouve à proximité d'une rizière, il y a des tonnes et des tonnes de matière recyclable au niveau de la biomasse. Il peut décider, c'est cette matière première qui est considérée comme un déchet, il peut le valoriser à travers donc la mise en place d'un système de cogénération, utilisant donc des chaudières, etc. Donc, si cela est effectivement sa préoccupation, oui,
dans un projet mini-réseau, on va chercher à valoriser le plus possible toutes les ressources naturelles disponibles autour du projet, pour autant que le projet soit dans l'une des deux catégories suivantes. Énergie renouvelable, oui, valorisation de la biomasse, déchets, biomasse valorisée, c'est de l'énergie renouvelable, in fine. S'il produit de la chaleur à partir de là, on considère également que c'est éligible. S'il veut utiliser cela pour sa propre consommation ou alors pour augmenter la capacité afin de pouvoir distribuer au niveau du réseau avec plus d'énergie disponible, oui, également, là, ce projet, il est absolument éligible en tant que type de projet que SENREF propose de soutenir. Quand on est en milieu peut-être périurbain, on parle aussi peut-être de la valorisation des déchets ménagers. Donc là également, vous avez tout ce qui est déchets ménagers qui produit du méthane, ça peut être revalorisé sous forme énergétique, pourvu que la dimension énergie soit correctement démontrée. Certains clients que nous avons appuyés ont à la fois produit, je prends un cas concret, c'est la ville de Dakar où une société privée s'est créée, ce qu'on appelle la société de services énergétiques. Son business model, c'est d'aller prendre une contrainte pour la ville, en faire une source donc de revenus. Et là, il a choisi les eaux des abattages des animaux de la ville. Et il récupère ces eaux, il les valorise au niveau énergétique et à la fin, il lui reste des déchets qu'il transforme en biogaz et aussi en combustible pour les ménages. Donc là, c'est toute la filière de la valorisation des déchets qui a été reprise et qui peut donc être intégrée dans certaines villes, dans un mini-réseau par exemple, s'il y a une concession. Pour les ONG, ce que je voulais indiquer, les banques considèrent deux types de clients. Les entreprises donc, qui ont des comptes certifiés à tous les ans, et puis bien entendu les particuliers. Nos banques partenaires, il y en a 10, au moins une par pays, sinon 2. Nos banques partenaires considèrent les ONG comme des particuliers. Parce que le niveau auquel les ONG peuvent peut-être faire des projets peut être des niveaux d'emprunt relativement faibles, de l'ordre de 70 000 euros. Dans le projet, pour les particuliers, on peut aller jusqu'à 70 000 euros. Mais pour une entreprise, ça monte déjà au-delà de 100 000 euros, ça va aller jusqu'à 3 millions d'euros. Donc, dépendant de la taille du projet, l'ONG peut dire, moi, je veux fonctionner comme ONG, être un particulier, les critères sont beaucoup plus souples. On regarde simplement la structure de l'ONG, on lui demande d'ouvrir un compte bancaire dans la banque en question et on lui permet également donc de structurer sa demande de financement à partir donc de son concept de projet et des documents techniques, c'est-à-dire l'étude détaillée qui démontre que les critères techniques de SENREF sont bien respectés. Premier critère, s'il s'agit de production d'énergie qu'on est en dessous de 10 MW et s'il s'agit d'efficacité énergétique pour une raison ou une autre, on exige au minimum 20% d'efficacité énergétique. Pour le reste, c'est les mêmes critères classiques que j'ai évoqués. Donc oui, les ONG peuvent être considérées dans la liste des clients bénéficiaires pourvu qu'on les prenne sous l'aspect de particulier au sens de la classification des banques. Je vous remercie Simon et Martha, je vous repasse la parole. Merci Monsieur Nguesson. On va passer à la question suivante. Oui, donc il y a une question pour Simon Bemaras et la question est est-ce que le Project Navigator est disponible aussi en français? Merci Martha. C'est une question qu'on a eue à plusieurs reprises. Évidemment, la coopération qu'on fait aujourd'hui avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable va dans le sens également de soutenir de manière plus spécifique les porteurs de projets qui travaillent dans l'environnement francophone. Pour vous donner un petit peu également en termes d'historique, cette année, nous avons effectué des formations avancées, on va dire, avec un groupe d'entrepreneurs que Monsieur Nopenyo Dabla a présenté, la facilité d'appui à l'entrepreneuriat. Donc on a eu un groupe, une classe, on va dire, d'entrepreneurs avec qui on a travaillé sur les outils Navigator pour améliorer ou travailler, développer certains aspects de leur projet. Et notamment, je vois aujourd'hui que certains d'entre eux sont là au webinaire. Je les salue. Cette session a eu lieu en août de cette année à Dakar. À la suite de cette session, dont j'espère il y aura plusieurs éditions, je suis très heureux de pouvoir vous informer que le contenu
de la plateforme navigateur va être progressivement adapté en français pour justement soutenir de plus en plus les porteurs de projets en Afrique de l'Ouest, mais également ceux dans les îles, dans les petites îles. Donc vous allez voir au fur et à mesure le contenu navigateur localisé en français et également les formations abouties, parce que c'est également une question qu'on a vu passer, feront l'objet d'un travail avec ces contenus en français. Donc tous les outils, notamment comme Monsieur Kalogu a présenté les plans d'affaires, etc., seront disponibles en français. On est très heureux de pouvoir justement renforcer le soutien aux porteurs de projets francophones dans l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, pardon. Donc, on va passer à la question suivante. La question portée donc pour Monsieur Kalogo sur le modèle d'affaires Pay as you go, donc PAG. Un projet de cette nature peut-il bénéficier de subventions pour démarrer justement ce projet, donc durant le développement? Est-ce que des subventions pour le développement peuvent être intégrées à un projet et de quelle manière? Merci Simon. Les projets PEG qui ont eu des subventions de l'USAID sont des projets qui ont été portés par des startups déjà existantes, ok, avec un modèle d'affaires. Mais cela n'empêche pas, à mon avis, c'est mon humble avis, qu'un projet en démarrage puisse avoir des subventions. Vous avez plusieurs moyens pour avoir des subventions, notamment, je vais citer le Green Climate Fund, qui donne des subventions, c'est d'écrire le projet selon les critères qu'il demande, de le soumettre, il sera analysé, et si ça remplit leurs critères, ben, votre projet sera subventionné. Et donc ça, c'est par exemple un travail que fait Copaden pour l'organisation pour laquelle je travaille. On monte des projets, on écrit des projets à soumettre au Green Climate Fund. Donc, si ça vous intéresse, ben, on pourrait en discuter offline, comment vous aider dans cette tâche-là. Je vous remercie. Merci. Allô? Allô, oui. Oui, c'est Roger Nguesson. Je voulais faire un petit complément à cette question. Il existe au niveau de l'Afrique subsaharienne et surtout pour l'Afrique de l'Ouest un programme de l'USAID qui continue. C'est le programme soutenu par mis en place par Obama et qui continue, c'est Power Energy. Le siège pour l'Afrique de l'Ouest est à Dakar, Power Africa, et je pense qu'ils appuient beaucoup de startups au niveau des subventions pour développer leur plan d'affaires et pour développer surtout du business model au plan d'affaires détaillé, ils accompagnent. Donc moi, j'ai quelques projets SENREF, quelques clients que j'ai accompagnés, notamment dans les mini-grids qui sont implantés au Sénégal et qui reçoivent l'appui donc de Power Africa. Et ça, c'est très intéressant de se rapprocher donc de ces partenaires-là. Ce sont des dons d'accompagnement et qui peuvent être utilisés aussi pour le démarrage de projets. Pour les jeunes entreprises de la francophonie, ça peut être intéressant aussi qu'ils gardent ça en mémoire parce que aussitôt que leur business plan est fait, ils peuvent avoir cet accompagnement-là. Et souvent, lorsque nous, on donne un avis favorable à un projet, ça crée des liens très faciles pour l'engagement aussi de ce partenaire-là. Voilà l'information que je voulais donner aux participants. Merci. Merci, Monsieur Nguesson. Pour finir, malheureusement, on va devoir écourter. On est déjà bien passé l'heure de l'agenda. Je vais finir sur une question ouverte. Et là, donc, on ouvrira les micros de tous les panélistes et vous pouvez réagir si vous voulez. Une question spécifique qui est revenue à plusieurs reprises sur les projets mini-réseaux renouvelables. Ces projets sont destinés à des populations qui ont généralement de faibles revenus. Par quel mécanisme pensez-vous qu'on puisse lever une telle barrière pour monter des projets bancables, donc justement pour présenter une capacité à payer dans le modèle d'affaires qui est cohérent avec les attentes et les retours que les investisseurs demandent?
Je ne sais pas qui veut commencer à donner des éléments. Oui, la question c'est les populations n'ont pas d'argent pour payer. Alors c'est une question un peu difficile, mais puisque il n'y a pas de volontaire, je vais commencer. C'est une question lors des formations qu'on a fait à Dakar cette année et également pour les porteurs de projets anglophones au Nigeria, qui est revenu à plusieurs reprises. Donc évidemment, la capacité à payer est primordiale pour convaincre en fait que votre chiffre d'affaires où les économies d'énergie que vous allez présenter pour le projet Mini-Réseau sont crédibles. Donc sur les recommandations du projet navigateur, on encourage à ne pas à proposer des estimations conservatrices sur les capacités à payer. Donc notamment, ça passe par accéder à des sources d'informations historiques, donc sur d'autres types de projets, type système autonome, voire dans les mêmes types de configurations, zone ou taille de projet, comment d'autres porteurs de projets ont réussi à justement à récupérer certaines factures pour justement montrer qu'à la fin, un portefeuille de projet de mini-réseau est bancable. Ça veut dire que le développeur a réduit le risque lié à une seule zone avec une très faible capacité à payer en proposant un portefeuille de projet de mini-réseau renouvelable. Donc en fait, quand une zone va montrer que la capacité à payer est faible, il va équilibrer son résultat en ayant d'autres zones qui fonctionnent. Donc c'est un petit peu avoir différents types de projets qui permettent de réduire le risque que l'ensemble du chiffre d'affaires du projet ne soit pas en lien avec les attentes économiques et financières. Est-ce que quelqu'un a un autre commentaire sur cette notion? Oui, Simon, c'est ici Youssouf Alief Dédé. Je voudrais dire que dans ce type de situation-là, il est important de faire une analyse et de comprendre jusqu'à quel niveau la population pourra contribuer. Parce que faire des projets aussi à 100% gratuit n'est pas vraiment la solution parce que l'utilisateur ne prend pas conscience des investissements et des efforts qui sont faits en amont. Donc, il y a un minimum qui devra payer, même si des subventions où l'État devait venir contribuer. Donc, voilà ce que je vais ajouter. Simon, si tu nous donnes le micro, je garde 1 minute pour indiquer les pistes d'innovation dans ce créneau que moi je vois apparaître en Afrique de l'Ouest parce que je travaille dans 8 pays. Ça me donne un exposure relativement intéressant. Je voulais dire aux participants qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies qui sont dans le secteur de télécommunications qui viennent maintenant un peu dans la notion de mini-réseau d'énergie qui est lié à un objectif bien précis, c'est qu'ils veulent avoir plus de clientèle. Comment ces compagnies de téléphonie vont parler d'énergie et donc on va parler de mini-réseau. D'abord, il faut qu'il y ait un mind shift au niveau du concept de mini-réseau. Mini-réseau ici maintenant s'entend dans la vraie vie de ceux qui sont sur le terrain. C'est pas des réseaux physiques interconnectés. Non, tu viens avec 3 millions de kits solaires et tu le donnes à 3 millions d'individus qui vivent en milieu rural ou périurbain. Tu crées un réseau virtuel dans lequel la personne a besoin de communiquer. Et vous savez très bien en Afrique comment la révolution de la téléphonie mobile a été quelque chose d'extraordinaire. Et ces personnes ont besoin de se recharger en énergie. Donc, propriétaire d'un kit solaire qui peut à la fois servir aux besoins d'énergie pour le chargement de leur téléphone cellulaire, mais également lorsqu'ils se retrouvent dans leur ferme ou dans leur maison, avoir d'autres applications. Ce sont ces modèles-là qui ont plus de chances avec les banques commerciales avec lesquelles nous travaillons d'avoir du succès. Ça, c'est un business model imparable. Donc, on ne choisit pas une région en disant cette région est pauvre. Non, à l'intérieur d'une région pauvre, il y a toujours des consommateurs pour des biens pour lesquels vous n'avez pas de soupçons. Lui, il doit faire des transferts d'argent
depuis l'Europe jusqu'à sa famille, il a besoin de son cellulaire. Donc, pour ça, il est capable de payer le service énergétique. Donc, élargissons un peu la notion de mini-réseau et voyons comment le terrain des innovations arrive, où à la fin, les petites quantités additionnées pour 3 millions de consommateurs, ça fait des mégawatts de puissance installée au service de la réduction de la pauvreté énergétique. Ça, c'est des pistes à regarder également pour les business models, tels que Youssouf en a parlé tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Nguesson. Je vais être obligé de clore cette session de questions et réponses dans l'intérêt du temps. On remercie l'ensemble des participants d'avoir activement participé à cette session de questions-réponses. On a eu pas loin de 100 questions lors de ce webinaire, donc c'est un chiffre très important. Ça démontre l'intérêt des porteurs de projets dans la zone, justement à mieux développer les projets pour aboutir à des financements. Comme on l'a vu aujourd'hui, c'est pas des questions faciles. Ça veut dire que pour chaque projet, il y a des réponses spécifiques à apporter. Il y a des points durs, on l'a vu, comme les capacités à payer, qui doivent être traités de manière sérieuse avec des outils qui réduisent en fait la perception de risque auprès des investisseurs et des financeurs. On a également vu que il y a des outils tels les modèles, les plans d'affaires qui doivent être travaillés. Monsieur Kalogo a rappelé un petit peu l'état de l'art et comment développer ces outils. En parlant d'outils, l'IRENA, au travers de l'appui au pays que Monsieur Nopenio Dabla a présenté, on a vu qu'il y a beaucoup de programmes mis en œuvre pour soutenir l'installation de projets d'énergie renouvelable, de soutenir les développeurs de projets renouvelables, de soutenir l'évaluation du potentiel d'un pays pour justement avoir plus de projets qui soient réalisés. En termes de réalisation, le projet Navigator associé à la galaxie, je dirais, de plateformes IRENA, le Sustainable Energy Marketplace, la facilité IRENA, le fonds Abu Dhabi pour le développement, mais également le Global Atlas, qui est notre outil géographique pour pouvoir mieux appréhender les ressources et les potentiels sur un site. Tous ces outils abondent dans le sens pour améliorer la préparation des projets. C'est vraiment les retours qu'on a de beaucoup d'institutions multilatérales, de beaucoup d'investisseurs et de financeurs, c'est que l'argent est disponible, mais il faut travailler sur les projets. Et comme Monsieur Nguesson l'a rappelé, avoir une idée, malheureusement, c'est pas suffisant. Il faut travailler. Et à chaque fois qu'on fait des formations, comme on a fait à Dakar et au Nigeria cette année, on rappelle que le développement et le rôle d'un promoteur de projet, d'un développeur, c'est difficile, ça prend du temps, il y a des ressources à mettre en œuvre, il y a des problèmes qui n'ont pas de solution immédiate, il faut travailler dessus. Donc on est conscient de ça, et sachez que en coopération avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, on va, je l'espère, produire d'autres sessions sur le développement de projets, aborder avec votre retour d'information des thématiques spécifiques. On l'a vu par exemple sur le chiffre d'affaires ou peut-être la modélisation d'un projet, mais également, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire en décembre, aussi présenter d'autres types de projets. Donc on vous invite en décembre à un nouveau webinaire sur les installations solaires résidentielles et tertiaires, qui fait partie des modules produisant les recommandations clés du ARENA Project Navigator. L'ensemble des informations que vous avez pris connaissance aujourd'hui seront disponibles. On va vous les envoyer par email. Donc vous aurez accès aux diapositives, vous aurez accès à toutes les informations sur les instruments de financement, sur les plateformes comme le Marketplace et le Navigator de l'IRENA pour commencer ou approfondir votre préparation de projet. Et le message également, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Vous avez
un environnement qui peut vous aider à conduire votre projet. Sur cette note, je voudrais remercier chaleureusement l'Institut de la francophonie pour le développement durable et également Sunref et Monsieur Kalogo pour avoir préparé avec nous ce webinaire. Je veux également remercier l'équipe IRENA qui nous a aidé à préparer ce webinaire, Marta Ciocci, Carlo Ruiz, Peter John Keller, pour vous fournir ces webinaires, et on essaiera avec votre retour d'information d'en produire d'autres séries. Voilà. Monsieur Koné, est-ce que vous voulez également donner un petit mot de conclusion? Écoute, merci beaucoup. Je voudrais remercier les participants, je voudrais remercier l'équipe de l'IRENA, je voudrais remercier les experts que nous avons avec nous ici à Québec. Et puis, on espère faire d'autres webinaires du même style bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Ceci conclut le webinaire d'aujourd'hui sur le développement de projets bancables mini-réseau en Afrique de l'Ouest. Vous avez également notre email navigator@arena.org pour nous donner votre retour. Juste à la fin de ce webinaire, je vous encourage à pas vous déconnecter tout de suite, car vous allez avoir accès à un petit formulaire pour nous donner un retour d'information préliminaire sur le webinaire, et vous recevrez le même formulaire par email. Merci de votre retour et vous aurez de nos informations très prochainement. À bientôt. Muted.